Eh bien, salut à tous, c'est le Prod. Aujourd'hui, les parents, nous allons vous parler de l'analyse d'une séquence, et plus précisément à travers le film Le Lauréat de Mick Nichols. Et désolé pour mon accent lamentable, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, je ne vais pas faire d'effort pour m'adapter à un peuple qui, même adulte, en guise de dîner, bouffe des plats dignes d'enfants divorcés à base de sandwich, confiture et beurre de cacahuète. Alors que moi, même pour une simple collection, je m'enfile une bonne tête de veau sauce grébiche de Tchad. Où sont les poulards? J'ai faim! Pas mal, non? C'est français. Maintenant que j'ai annoncé le nom du film, il convient d'aborder les idées remarquables qu'il y a à l'intérieur de ce dernier, à travers une série d'arrêts sur image pour mieux en comprendre le sens. C'est parti, générique. Le Lauréat est le deuxième film de Mike Nichols, mais c'est surtout le film qui lança la carrière de Dustin Hoffman avant qu'il ne finisse comme Robert De Niro à tourner des navets à la pelle juste pour conserver son train de vie dispendieux. The Graduate, en version originale, a été réalisé en 1967, soit en plein mouvement hippie, dont l'idéologie se retrouve pas mal dans le film. Rejet de la société de consommation, des valeurs traditionnelles, de tout type de frontières, ainsi que du mode de vie de la génération de leurs parents. Et évidemment, les détournements de mineurs. Bon, on sait ce qu'ils sont devenus depuis les hippies de cette époque. Aujourd'hui, ils s'appellent Romain Goupil, Jean-Claude Juncker ou Daniel Cohn-Bendit, et sont ceux qui, après avoir dévissé toutes les ampoules, s'étonnent qu'on y voit moins clair. En fait, quand on prend un peu de recul, les hippies ont juste permis de rendre cool les inconvénients de la mondialisation et de légitimer enfin les caprices les plus délirants. Pour ceux qui n'ont pas vu Le Lauréat, l'histoire raconte celle de Benjamin Braddock, un garçon brillant mais mal dans sa peau qui vient d'être diplômé d'une grande école et ne sait pas vraiment quoi faire de son avenir. Alors que ses parents souhaitent pour lui une vie bien rangée, il va vivre une histoire sulfureuse avec une de leurs amies qui pourrait être sa propre mère, la séduisante Mrs. Robinson. Ce qui est toujours agréable quand une femme mûre a su conserver une part de son charme. Et on ne peut hélas pas dire que c'est la norme, on va pas se mentir, les femmes vers 40-50 ans, c'est plus les mêmes. Un jour tu relèves la couette et PAF! Mais qui êtes-vous? Mon amour, mais c'est moi! Sortez d'ici tout de suite ou j'appelle la police! Je plaisante évidemment, je suis contre les violences domestiques. D'autant que, comme le disait Paul Claudel, ne vous vengez pas des femmes, le temps s'en charge pour vous. Moi aussi je suis sorti avec une femme mûre, comme on dit parfois pour décomplexer les produits périmés. Mais à ma décharge, et contrairement à la situation du lauréat, la mienne était veuve et n'avait eu qu'un enfant avec son ex-mari qui, victime d'incontinence urinaire chronique, est mort en couche. Cette femme fumait 3 paquets par jour. Au fil des ans, qui compte triple à partir de ce stade, sa langue était devenue un gros morceau de tabac à chiquer. Quand j'embrassais à pleine bouche, ma salive devenait marron. Et le soir, au lit, après s'être lavé les dents, elle se refumait encore 2 clopes. Vers la fin, je lui ai piqué son paquet pour qu'elle arrête cette habitude au lit et m'a supplié une dernière. Elle était trop mignonne. On aurait dit une momie en peluche de chez Mattel. J'ai pas su lui dire non. C'était devenu notre petit jeu, je lui disais « Tu l'auras pas, tu l'auras pas ». Et elle disait Me fais pas rire, ça me donne du glaire. Ah, quel doux souvenir. La première fois que j'ai pris un verre avec elle, pour faire sa connaissance, elle m'a dit Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est la cigarette. On peut dire que c'est mon péché mignon. J'en bave parfois. Il y a encore tellement de cigarettes dans le monde que j'ai pas pu fumer. Ça me donne le tournis. Ah, c'est une vraie passion, ça m'obsède. D'ailleurs, l'autre jour, mon paysagiste m'a dit que pour les jardins de mon château, il verrait bien quelques camélias, quelques rhododendrons et 2 ou 3 osiers par-ci par-là. Je lui ai dit non, vous plantez du tabac. Ah, une femme de caractère, et qui avait toujours un coup d'avance. Une assiette pour elle, c'était un cendrier en puissance. On est restés ensemble 6 ans, jusqu'à la fin. Donc je me moque, mais quand même, c'est grâce à elle que je roule en Porsche aujourd'hui. Mais laissons là ces jolis souvenirs et revenons-en au lauréat. La séquence qu'on va voir se passe au début du film, donc quand le personnage est encore en pleine crise existentielle. On va l'analyser d'abord en se focalisant sur le script, puis dans un second temps en prenant en compte la façon dont ce même script a été interprété par le réalisateur. Petit avertissement, si vous avez déjà vu cet extrait de 3 minutes, vous pouvez le passer dans le chapitrage afin qu'on se retrouve directement pour l'analyse. Un peu comme ces obèses qui retrouvent leur pote randonneur en haut d'un sommet alors qu'ils ont pris le télésiège, c'est pas bien grave, les deux groupes se retrouveront quand même essoufflés et pourront profiter du spectacle ensemble dans la sueur et l'allégresse. Magnéto, Jalal. Just hang on a minute, I've got a few words to say. You always do. Oh, look who's talking. Dad, can we just talk about this for a second? I can't hold them much longer, Ben. You better get out here. I'd like to discuss this. This young man, is soon to continue his education as a Frank Halpingham Award scholar. But before he does, you're disappointing them, Ben. You're
disappointing them. Dad, can you listen? I'll give you 10 seconds. He is going to give us a practical demonstration of what I feel safe in saying is a pretty exciting birthday present. And it better work, or I'm out over $200. Okay, then, let's hear it now for Benjamin Braddock! Yay! Come on, Benji! Come on, Benji! Let's hear it now! Attaboy! Now, folks, this remarkable young man is going to perform for you some spectacular and amazing feats of daring in water that is over 6 feet deep. Hello. I don't quite know how to put this. Benjamin? Look, I was thinking about that time after the party. Si l'on reprend les deux questions de base du scénariste, la première, qu'est-ce qu'on veut raconter ou exprimer? Le travail du scénariste consiste en partie à se demander comment faire transparaître un trait de caractère chez un personnage, parfois d'une façon allégorique. Là, son objectif était de symboliser le fait que notre héros étouffe, en grande partie à cause des désirs que ses parents ont pour lui, qu'ils sont un poids, un carcan. Deuxièmement, comment on le fait? Le scénariste s'est donc demandé comment illustrer ces notions dans une séquence. Il aurait pu faire ça sous forme de dialogue, mais ça ne collait pas au personnage qui n'ose jamais trop se confronter à l'autorité. Il s'est donc dit, voilà, on va le montrer dans une sorte de représentation forcée par ses parents, un peu comme du temps où les nôtres nous faisaient jouer de la musique ou réciter des poèmes devant des invités. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas de connaissance, mais, Amérique oblige, de possession. On va donc lui faire porter un truc insolite et encombrant, en l'occurrence une tenue plongée. Benjamin va donc devoir se montrer en public et plonger dans la piscine alors qu'il n'en a absolument pas envie, juste pour épater des personnes dont il se fout éperdument. Avant, les choses étaient plus simples quand il s'agissait de s'affirmer en tant qu'homme. T'étais frustré en période de guerre, tu partais en mission dans un pays lointain pour convertir des cannibales qui voulaient t'empaler. T'étais frustré en période de paix, t'allais te décharger sur la copine de tes darons. Aujourd'hui, si on faisait un remake français du lauréat, ça se transformera en biopic sur Bilal Hassani parce que les messages sont plus les mêmes. Vous allez voir comment la façon de mettre en scène une séquence vient compléter, souligner et même transcender le scénario de base. Cette séquence arrive sans quasiment aucun dialogue à résumer en 4 minutes tout le mal-être dans lequel se trouve le personnage principal dans le premier quart du film. Le réalisateur a donc décidé de nous raconter cette séquence à travers une vue subjective pour qu'on soit vraiment dans la peau du personnage à ce moment-là. Mike Nichols aurait pu faire d'autres choix, mais ça aurait considérablement modifié la portée du message. Ce point de vue a d'autant plus de sens que le personnage porte une tenue de plongée, ce qui implique plusieurs indices intéressants proposés par le scénariste. Il est isolé et la foule autour de lui a l'air de prendre un plaisir dont il est exclu, il ne comprend pas ses parents, il avance péniblement, un peu comme un garçon qui mettrait les chaussures trop grandes de son père, il aimerait respirer normalement, mais à la place c'est limite s'il suffoque, et sa vision est réduite comme s'il s'agissait d'œillères que ses parents ont essayé de lui mettre de force sur le museau. Ses parents le présentent comme s'il s'agissait du futur Neil Armstrong. Ils l'encouragent donc comme s'il le ferait d'un astronaute qui partirait explorer de nouvelles planètes. Le film date d'ailleurs de 67, soit 2 ans avant l'expédition sur la Lune, mais la conquête spatiale était déjà dans toutes les têtes du fait de la guerre froide contre ses pourritures de communistes. On sent à la fois dans son pas, dans sa respiration, une sorte de lassitude, d'agacement. D'ailleurs, on est d'accord, quand on met une tenue plongée, généralement on entend autour de soi.
Là d'après vous, pourquoi le réalisateur a-t-il fait le choix de n'entendre que la respiration de Benjamin? Pourquoi faire fi du réel? Pour que ça serve encore plus son propos. Il regarde ses pieds comme s'il découvrait un corps métamorphosé en monstre. Et ce qui le déprime encore plus, c'est que ce corps, c'est le sien. Celui d'un bab tout fragile déguisé par ses darons en bête de foire. Alors qu'il cherche du regard quelqu'un de compatissant qui lui porterait secours en disant « Mais laisse tranquille, Billy, tu vois pas que tu nous impressionnes pas avec ton équipement qu'on trouve chez Decathlon? Non! La seule raison pour laquelle je suis venu, c'est pour siffler quelques bonnes bouteilles de ta cave et reluquer ta femme en maillot de bain. Alors fous-lui la paix, ton fils, bordel, tu vois pas qu'il est de la fanfare ?» Mais comme personne ne dit ça à ce moment-là, ses parents l'exhortent à se jeter dans le bain au sens propre comme au figuré. La piscine ici, c'est un peu le symbole classique de la vie normée des bourgeois américains. Ensuite, lorsque Benjamin plonge dans l'eau, il considère au bout de 3 secondes qu'il a assez épaté la galerie et tente de ressortir, mais son père, hilar, le replonge dans la flotte, du style « Ah, t'es mignon, tu vas rentrer dans le moule, petit enculé !» Submergé, Benjamin voit alors ses parents comme des espèces de créatures difformes à cause du mouvement de l'eau, souriantes et menaçantes en même temps. En plus, la contre-plongée, obligatoire ici, magnifie l'idée qu'il reste un petit garçon qui doit obéir à ces deux géants. Ses parents et leurs amis l'observent alors comme s'il s'agissait d'un poisson dans un aquarium. À la fin, il ne distingue plus à travers l'onde que ces deux silhouettes étranges qui le jugent, comme s'il comparaissait devant un tribunal surréaliste. Puis il décide de ne plus les regarder, comme s'il leur tournait le dos, sentant bien qu'il ne peut plus compter sur eux. Il regarde alors médusé le néant de cette piscine. On sort du plan subjectif et on se rend compte qu'il tient dans sa main gauche, et de façon assez pathétique, une espèce de harpon dont on a l'impression qu'il s'agit d'un drapeau tenu sans conviction, ce qui fait écho à l'image de l'astronaute évoquée précédemment. Si on file un peu cette métaphore, on peut tout à fait imaginer le premier homme sur la Lune en train de planter le drapeau des États-Unis sur une planète vierge. Je sais que certains trouvent ça un peu pathétique, le côté America, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, pour une fois que les ricains se mêlent d'un territoire sans que ça se termine en génocide, au moins réjouissez-vous. Les bulles sortant de son casque font penser à un mélange entre des appels au secours en morse et cette image très cartoonesque de la fumée qui sort généralement des oreilles de personnages de dessins animés lorsqu'ils sont en colère. La caméra recule alors, ce qui souligne de plus en plus son isolement. Ajoutons à cela que l'on constate à cette distance que le personnage a pied, ce qui signifie au sens propre comme figuré qu'il touche le fond. Au niveau sonore, on remarquera aussi qu'il fait de moins en moins de bruit, tout simplement parce qu'il est en train de réguler sa respiration. Mais si on en a une approche purement auditive, on pourrait croire que le personnage décide au fur et à mesure de cesser de respirer, comme s'il s'agissait d'un petit suicide. Oh, un petit suicide, trop mignon. Plus la caméra s'éloigne, plus il se fond dans la masse bleue de l'eau. Il a laissé gagner ses parents. Mais la séquence suivante fait apparaître une lueur d'espoir grâce à sa transition sonore. Hello. I don't quite know how to put this. Benjamin. Look, I was thinking about that time after the party. On y entend en effet une conversation téléphonique entre Benjamin et Mrs. Robinson qui se termine par lui déclarant « I was thinking about you last time after the party ». Presque comme si le moment où il s'était mis à y penser c'était précisément au fond de cette piscine. Ce genre de pensées agréables qui servent parfois un peu d'échappatoire au réel, un peu comme quand tu sors au resto avec une néo-féministe, elle te ressort son monologue épuisant qu'elle a découvert il y a 5 minutes sur mademoiselle.com à propos de la notion dominant-dominé, et qu'au même moment tu te rappelles de la fessée que tu lui as calée hier soir pendant la levrette. Ça aide à digérer la pilule, à ne pas écouter ce qu'elle dit, ça soulage et ça fait passer le temps. Comme vous l'aurez constaté, cette séquence, bien qu'elle soit relativement pauvre en dialogue, permet de faire passer plein de messages qui permettent aux spectateurs de s'immerger un peu plus dans l'intrigue globale et la situation du héros. Héros qui, attention divulgachi, comprendra l'absurdité de cette liaison et y mettra fin, de peur de passer à terme pour un homo refoulé qui travaille sa grand-mère dans l'unique but de plaire aux médias, à la ménagère et aux boomers qui constitueraient un électorat potentiel de bourgeois mentaux. Et on peut aisément comprendre pourquoi il n'a pas envie d'être comparé à de tels personnages aussi chétifs que malsains. Si toi aussi tu prends du plaisir à sodomiser des personnes s'agrippant à des ambulateurs, n'hésite pas à nous faire part de ton expérience en commentaire. Qui sait, tu deviendras peut-être président de la dette publique. Si au contraire tu préfères draguer des enfants à l'aide de ta Renault rugissante, ne t'inquiète pas, tu peux aussi finir ministre malgré tout. Mais dans ce cas, je t'invite à laisser ton nom et ton adresse pour qu'on vienne rectifier cette déviance à coup de castration au silex. C'était Pierre Carré, alias le prod, ciao ciao. Brigitte Macron, pardon. Brigitte Macron, pardon. C'est comme si Iggy Pop se déguisait en vieille salle. Hop hop hop. Brigitte Macron, pardon. Brigitte Macron, pardon. Grâce à toi, des professeurs peuvent choper des mineurs. Brille, 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 brille. Je connais beaucoup de retraités qui voudraient bien te ressembler, mais aucune n'a le cran de draguer un adolescent qui ne trouvera rien d'indécent à sortir avec sa maman. Mais il fallait bien t'inventer pour cacher que Macron est pété. Et Brigitte Macron, pardon. Brigitte Macron, pardon.
Mais il faudrait s'ouvrir les yeux, car ton Manu, il aime la queue. Brigitte Macron, pardon. Brigitte Macron, pardon. Que fout un si jeune président avec un mannequin stéradant? Brigitte Macron, pardon. Brigitte Macron, pardon. Croisement d'un singe et d'une momie, pour autant de tard, t'as réussi. Aïe, bri, 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 bri. Ton mari aime les salafistes et en même temps les salafistes. T'as beau te saper en haute couture, t'es rien d'autre qu'une couverture. Tout ça pour pas que ça s'ébruite, que ton époux suce des bites. Cette opération comme ridicule, pour pas qu'on sache des galancules. Brigitte Macron, pardon. Brigitte Macron, pardon. Je vais te dire, moi je m'en fous du moment qu'il nous nique pas nous. Brigitte Macron, pardon. Brigitte Macron, pardon. Je m'en fous qu'il aime les zizi, mais moins qu'il n'aime pas son pays. Oi bri 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 bri. Et jamais ce que t'as fait, quitter ta famille pour foutre riquet. Félicitations à toi bri bri, d'encourager la pédophilie, creusant davantage le mépris de tous les Français sains d'esprit. Il faut savoir que tous ces gueux pensent que t'es Jean-Michel Trogneux. Brigitte Macron, pardon. Brigitte Macron, pardon. Brigitte Macron, pardon. Brigitte Macron.